Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Collège Saint-Charles dans le cadre de Arles Book Fair, organisé par l'association France Photo Book à l'invitation des rencontres d'Arles pour la 3e année consécutive. Rappelons en ce début de rencontre que France Photo Book est une association qui regroupe une trentaine d'éditeurs français de livres de photographie qui sont ensemble pour un certain nombre d'actions destinées à montrer que l'édition de livres photos est un genre éditorial à part entière. On va en parler aujourd'hui. Je suis l'une de ces éditrices et c'est donc depuis un point de vue d'éditeur que j'animerai cette rencontre aujourd'hui. Autour de moi, 2 artistes plasticiennes, Sylvie Bonneau à ma gauche et Randa Mirza à ma droite, autrices chacune d'un livre récemment sorti et puis qui ont en commun, on va le voir, non pas leur sujet, mais la manière dont toutes deux, et c'est le thème de cette rencontre, ont su déplacer l'écriture documentaire à travers, nous le verrons, des approches, des modes photographiques et même des procédés, n'est-ce pas Sylvie? Je vais faire une brève présentation de mes compagnes de table avant d'entrer dans le vif du sujet. Sylvie, tu es née en France et tu vis en France, en Bourgogne. Nous allons le voir, ton travail repose sur le développement de nouveaux modes de transfiguration de l'image qui interrogent à la fois notre rapport au vivant et à la surface photographique, à la matérialité de l'œuvre. Tes recherches engagent, je l'ai dit, la matérialité de l'image en s'appuyant souvent sur l'expérience physique de paysages souvent extrêmes. On le verra aussi, on va beaucoup parler de Guyane et de la dense forêt guyanaise. Tu as travaillé sur des espaces aussi divers que l'archipel du Spitzberg, le désert australien et même depuis quelques années en lien avec le Centre national d'études spatiales sur l'espace et sa conquête. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, c'est dans la forêt, notamment la forêt guyanaise que nous allons plonger à travers le très beau livre que tu viens de faire paraître aux éditions Locaux, L'Arbre Machine. Et j'ajouterais, Sylvie, que tu as été l'une des 200 lauréates de la grande commande photographique de la BNS et qu'avant ce livre, tu en as publié d'autres. Également que tes œuvres font partie de plusieurs collections publiques, celle de la BNF, celle des abattoirs à Toulouse, et enfin que tu es représentée par le Hangar Galerie à Bruxelles. Randa, quant à toi, tu es née à Beyrouth. Tu travailles avec la photographie, la vidéo, l'installation, la performance. On peut dire que ton travail, en tout cas c'est comme ça que tu le qualifies, est ancré dans un discours féministe, décolonial, que ce qui t'intéresse c'est d'interroger des systèmes de pensée hégémoniques, des représentations normées, on va le voir aussi aujourd'hui, ce qui te conduit à t'intéresser à ce qui est oublié ou en tout cas à ce qui a été caché intentionnellement. Ta pratique s'inscrit entre documents, expression personnelle, écriture artistique. Tu avais obtenu ici à Arles en 2006 le prix No Limit aux rencontres photo, un prix qui récompensait une artiste qui par son travail contribue à repousser les limites de l'expression photographique et on va voir aujourd'hui que tu as continué sur cette lancée depuis. Tu étais revenu à Arles en 2019 pour une exposition solo et tu as remporté l'an dernier le Photofolio Review 2023 pour Beyrutopia qui fait donc cette année l'objet d'une exposition à la Maison des Peintres que je vous invite tous et toutes à aller voir et d'un livre Beyrutopia publié aux éditions Le Bec en l'air. Randa, tu es représentée par la galerie Tanit à Munich et à Beyrouth. Voilà pour une présentation. Avant de parler de la manière dont on peut déplacer ces écritures documentaires, il me semble que c'est bien de parler du sujet même à déplacer. En l'occurrence, je me tourne vers toi, Sylvie, pour cet arbre machine, au très beau titre, dont on pourra dire 2 mots. Il s'agit donc, on le pressent, d'un travail sur l'arbre, sur la forêt. Je dirais que c'est un important travail documentaire qui donc t'a mené de ta Bourgogne natale aux immenses forêts primaires de Guyane, où tu abordes à la fois des enjeux environnementaux, économiques, liés à la gestion des ressources naturelles. Est-ce que tu peux nous dire un mot, et même plusieurs, sur la genèse de ce travail? Tout commence, je crois, avec les tempêtes de 2019 qui t'ont touché personnellement. Tout a commencé par la dévastation d'une forêt familiale au sud de la Bourgogne qui touche le nord du Rhône. C'était les relique entre guillemets de la tempête Fabien, toute fin décembre 2019. Mon père forestier avait planté ce peuplement, comme on dit, de pins Douglas il y a une soixantaine d'années. Et ces arbres sont tombés comme un château de cartes en une nuit. J'étais sur une trajectoire, on va dire, spatiale dans mes recherches quand ça s'est produit. Et cela a été le déclencheur d'une nouvelle problématique en circuit court, qui a été notamment optimisée par une présence sur place accrue due au confinement. En fait, il s'est avéré que j'ai cherché à enregistrer
une mémoire, un souvenir du chaos éphémère de ces arbres enchevêtrés. On parle de pins Douglas de 30-35 mètres de long. Ils avaient une soixantaine d'années. C'est autant un paysage, un milieu dont on connaît la pauvreté en biodiversité, mais ces plantations, c'est aussi un récit qui a été permis par la nécessité de reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale. Les plants de Douglas étaient donnés par l'État. Mon père a fait partie de ces gens qui ont parié dessus. Ça a transformé ça a été un ascenseur social d'une certaine façon. Et ce modèle de culture monospécifique, comme on dit, a connu de belles années avant d'être très sérieusement remise en question dans le dur, par le réchauffement climatique. Cette recherche a connu son point de départ en circuit très court et puis s'est élargie au fur et à mesure des opportunités, comme tu l'as dit Fabienne, la grande commande de la BNF, une résidence au Centre d'art du Gine et la nécessité, en écoutant Francis Allais aux États généraux de la forêt et du bois, de voir ce qui était réellement de la forêt pour lui. Il parlait d'une forêt primaire. J'ai découvert en Guyane qu'il s'agit d'une forêt dite primaire, puisque les Amérindiens l'ont façonnée avec beaucoup de finesse au fil des siècles, et de proposer au travers du livre un grand écart sur ce qui fait forêt aujourd'hui, sur ce qu'elle dit de notre rapport au vivant et comment l'image peut l'exacerber. Oui, on en reparlera notamment à travers les textes qui sont dans le livre et qui sont tout aussi bien effectivement des textes d'historiens de l'art que des textes d'un ethnobotaniste ou de quelqu'un qui travaille à l'ONF, parce que ton travail, en fait, on l'a compris, s'inscrit, me semble-t-il, dans des mouvements aussi de défense de la nature qui tendent à donner un statut aux espaces naturels. En tout cas, c'est aussi comme ça que je l'ai senti, peut-être dans une limite peut-être extrême, mais j'aimerais que tu nous en dises plus là-dessus, sur il y a cet aspect documentaire et on apprend plein de choses à travers ce livre, notamment à la fin, parce qu'il y a un atlas des forêts, où vraiment, quand je dis on apprend des choses, c'est au sens premier du terme, sur les espèces, la faune, la flore. Et puis il y a effectivement cette dimension, oui, plus politique, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui vous unit, on y reviendra. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Alors, il s'est avéré très rapidement, dès le début du projet, que cette forêt, qui deviendrait un théâtre de recherche dans la longueur, était aussi un paysage économique. On est sur une question de productivité qui est centrale. On est face à un paysage qui était remodelé pour des besoins de culture, puisque le Douglas, ainsi que d'autres essences résineuses, constituent un marché important. Donc j'ai décidé, moi, de circonscrire le projet à ce qu'on appelle à la filiale amont de la forêt. C'est-à-dire qu'on va de l'arbre aux portes de la scierie, voire même du plan jusqu'aux portes de la scierie. Tant que ça ressemble encore à un arbre, ça concerne mon projet. Au-delà, c'est la transformation et c'est une autre histoire. Alors, je ne suis pas allée voir d'association environnementale. Par contre, j'ai cherché à faire un apprentissage de la forêt et de la sylviculture. C'est-à-dire qu'on part de l'idée que la forêt, c'est un territoire commun. Son impact est commun, ça c'est évident. Mais par exemple, en France hexagonale, 75% de sa superficie est privée. 25% seulement sont gérés par l'ONF. J'ai cherché, au fil de ces 4 ans de recherche, à me rapprocher de tous les acteurs qui la façonnaient, qui l'exploitaient, qui en fait faisaient varier très régulièrement le paysage. Et puis, il s'est avéré que le paysage, il a une autre raison de changer qui est due au dépérissement massif, dû aux conséquences du stress hydrique. Les années 2018, 2019, 2020, 2022 ont été extrêmement sèches. Ces conséquences se voient... en fait, on peut réellement prendre la mesure 3 à 4 ans après. Donc, plus vous les cumulez, plus il y a un effet exponentiel, en fait. Et j'ai cherché à comprendre quelles alternatives pouvaient succéder au modèle conventionnel. Il y a eu un moment de bascule important en 2022 par l'intensité des chaleurs qu'on a connues, par la violence des feux à l'Andiras, qui a permis un point de bascule, puisque jusqu'en 2022, aucun de mes interlocuteurs forestiers n'admettait réellement qu'on avait un problème, un petit problème. Et puis d'un coup, la question de la gestion irrégulière, donc comment faire forêt autrement, avec des prélèvements plus modérés, quitte à revenir plus souvent dans les parcelles, c'est devenu une option qui a semblé plus viable aux anciens modèles. Moi, j'essaie par ce livre, par ce travail, et par la façon dont je traite les images, et à la fin par l'atlas, le petit atlas de la forêt, comme l'a nommé Eric C., l'éditeur, de transmettre des informations pour les personnes qui, comme moi, se retrouvent du jour au lendemain propriétaires forestiers.
En tant que femme, on est perçu comme quelque chose entre une enfant et une touriste. Et puis, il y a une nécessité forcément d'apprentissage pour gagner, je sais pas, j'oserais pas dire en crédibilité, mais au moins savoir ce que vous regardez et adapter sa conduite. Moi, j'ai trouvé qu'il était absolument passionnant d'aller derrière les machines, dans les machines, suivre les camions, comprendre toute la chaîne pour avoir avoir et surtout permettre un point de vue critique. C'est-à-dire que les forestiers eux-mêmes sont ciblés dans les médias, tous n'ont pas des pratiques louables, mais de ce que j'ai observé, un grand nombre d'entre eux ont une volonté de bien faire. Il y a une dichotomie, en fait, ils se sentent tous forestiers, et de l'autre, ils ont une approche industrielle. Moi, j'ai essayé de comprendre et de montrer par ce livre cette ambiguïté. Alors on le voit, il y a à ce stade de la rencontre, il y a une solide base documentaire. On va pas déflorer tout de suite comment cette base documentaire mue aussi vers une écriture que je pourrais qualifier, on peut un adjectif, mais on va dire peut-être plus poétique, en tout cas questionne la forêt aussi dans d'autres dimensions. Mais avant cela, je voudrais qu'on fasse le même exercice de réflexion sur le fond avec toi, Randa, sur Beyrouth, sans se lancer dans un cours de géopolitique, mais peut-être rappeler parce que ton livre, c'est quelques 30 années aussi de prise de vue, en tout cas de réflexion sur l'image et la manière de photographier, on va dire, le désastre à l'œuvre, mais peut-être rappeler quelques dates, juste la guerre civile, les manifestations, la crise économique, etc. Quelques grandes dates et en tout cas les moments qui ont jalonné un peu les différentes séries en fait qui composent Beyroutopia. Beyroutopia, c'est le nom d'une série, mais c'est aussi le nom maintenant qui a été donné au livre et à l'exposition. Il y a 7 séries à l'intérieur de Beyroutopia. Comment elles s'articulent, c'est quoi les dates importantes et les moments historiques importants liés à ces séries. Oui, bonjour. Donc, Beyroutopia, j'ai commencé donc c'est le nom d'une série des 7 séries qui sont dans le livre. Mais aujourd'hui, c'est devenu le nom du livre exposition que je présente avec le bec en l'air et aux rencontres d'Arles. Et c'est un travail qui va couvrir de l'après-guerre. Donc, pour moi, c'est un travail sur l'histoire et la violence et la mémoire. À travers l'histoire de Beyrouth, donc de 1990 jusqu'à aujourd'hui. Donc 1990, c'est la fin de la guerre civile libanaise qui avait duré 2 décennies à peu près. Oui. Et donc les dates les plus importantes que je travaille dans ce projet qui est devenu aujourd'hui, en fait, chaque série n'a pas été pensé comme un projet, ça n'a pas été photographié comme un projet. Je réagissais à certains moments à des événements ou à une envie ou à quelque chose m'a interpellé. J'ai travaillé des séries très différentes avec d'autres sujets qui pouvaient à un certain moment venir dans mon parcours. Et puis quand j'ai voulu, quand il y a eu l'effondrement, donc ce qu'on appelle littéralement l'effondrement à Beyrouth, qui est un effondrement économique, politique, social, et aussi du système de santé également et financier. Avec pour paroxysme l'explosion du port de 2020, du 4 août en 2020. Pour moi, j'ai réussi à voir que tout ce travail que je faisait sens ensemble et à raconter une histoire. Et les dates à travers lesquelles j'ai travaillé sur ces séries. Donc, il y a la sortie de la guerre. Donc, j'avais fait une série en 2020 qui s'appelle The Sniper, dans laquelle je suis rentré dans des immeubles abandonnés et j'étais perché au-dessus d'un immeuble et je photographiais les passants dans un inversement macabre de jeu de rôle pour prendre le rôle d'un franc-tireur. Et la deuxième série, c'est la série avec laquelle j'ai gagné en 2006. Je l'ai commencé en 2005. Ça s'appelle Abandoned Rooms. Donc c'est un retour aussi. J'ai continué sur cette idée de rentrer dans des bâtiments aussi détruits par la guerre, et de photographier les chambres abandonnées.
les intérieurs et les détails, comme si c'était une réflexion sur la mémoire traumatique et les trous, l'absence de souvenirs liés à cette mémoire. Et les chambres, c'est comme si les chambres devenaient elles-mêmes les chambres abandonnées de ma propre mémoire. La troisième série, elle est en réaction à la guerre de juillet de 2006, pendant laquelle j'étais en résidence artistique au large de Helsinki, sur une île touristique au large de Helsinki. Et j'étais en train de regarder en boucle des images de la guerre, et la réalité que je vivais physiquement était la réalité du tourisme. Et pour moi, c'est une réflexion sur le spectacle de la violence et la façon dont on reçoit les images à distance. J'entends beaucoup là, dans la presse, on parle de multivers pour qualifier ces images. Je sais pas comment tu réagis par rapport à ça et à cette... Oui, d'ailleurs, j'ai appelé la série Parallel Universes, donc c'est les univers parallèles qui est la théorie. Donc je vivais le multivers, je connaissais pas son existence, donc en essayant de comprendre de quoi il s'agit, j'ai compris que c'était une théorie physique dans laquelle on conçoit qu'il y a deux mondes parallèles qui fonctionnent en même temps, deux réalités distinctes qui peuvent pas se joindre mais qui évoluent en même temps. Et donc j'ai fait ces décollages photographiques dans lesquels j'avais utilisé des photographies de journalistes qui avaient photographié la guerre à Beyrouth en 1980 et des images de la guerre de 2006 avec des images de touristes que j'avais faites moi-même en Europe. Et puis la série Beyroutopia qui donne son titre au livre et à l'exposition. Donc c'est essayer de transposer cette idée de dualité, mais dans des collages qui ne le sont pas. Donc c'est des vraies prises de vue d'une réflexion critique de la reconstruction à Beyrouth. Donc avec au lendemain de la guerre civile, il y avait une politique de reconstruction qui s'est emparée de comme une frénésie urbaine avec des chantiers mais à chaque coin de rue. Et autour des chantiers, il y avait des affiches publicitaires qui cachaient le chantier, des panneaux géants sur lesquels les promoteurs immobiliers avaient mis des projections 3D, des immeubles en devenir, de ce qui va se passer, qui cachaient les traces de la guerre et de la destruction des bâtiments historiques. Avec une inscription du présent, jeu d'échelle et de trompe-l'œil. Donc c'était une réflexion pour essayer de voir, de transmettre ce sentiment d'étrangeté, d'inquiétante étrangeté avec la disparition des repères spatio-temporels. L'utilisation aussi des slogans dont les agents immobiliers sont friands pour vendre finalement une ville complètement utopique et un fantasme aussi de ville. J'utilise les slogans qui étaient également inscrits sur les panneaux de façon interchangeable parce que de toute façon tous les projets c'est un projet d'immeuble générique sans identité et les slogans sont vides de sens mais ils transmettent tous l'idée, un imaginaire lié au progrès, à la modernité, au luxe et au privilège. Donc dans le livre et que j'utilise aussi comme titre des photographies. Et puis soudainement cette ville fantasmée, cette ville créée devient réelle à l'épreuve de la pandémie qui, comme partout dans le monde, vide la ville de ses habitants. Oui, exactement. Donc j'ai mené cette série sur 10 ans et le projet ne se terminait pas et je savais pas comment l'interrompre quand il y a eu le Covid et que la ville s'est vidée de ses habitants. Et j'ai eu l'idée de descendre dans la rue et de photographier et je mélange, dans l'exposition en tout cas, je mélange les deux séries pour encore ajouter à ce déplacement spatio-temporel, à cette confusion de ce qui est vrai, de ce qui est faux. D'ailleurs, un thème que je traite aussi dans la série des univers parallèles avec les touristes qui sont incrustés de façon hyper réelle dans les images. Donc on ne sait pas vraiment si on est face à la réalité, si on est face à une image, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Donc la série We Promise, We Deliver, celle que j'ai faite pendant le Covid, elle ressemble, c'est les vrais bâtiments, donc une fois qu'ils avaient été accomplis, mais ça ressemble plus à des panneaux publicitaires que les panneaux publicitaires eux-mêmes. Et puis arrive la crise financière qui est encore une autre dimension je l'ai dit, de tous les désastres à l'œuvre
au Liban ces dernières années. Oui, entre-temps, j'ai sauté la révolution, mais donc on était déjà épuisés par une guerre qu'on avait menée dans les rues pendant 6 mois, en parallèle donc d'une crise financière. Donc je peux même pas l'appeler crise parce qu'on met le mot de crise partout. Pour moi, le mot effondrement est vraiment plus juste parce que c'était du jour au lendemain que les gens ont perdu tout leur épargne et que 70% de la population s'est retrouvée au-dessus du seuil de pauvreté. Il y a eu suivi d'une hyperinflation qui a fait en sorte qu'un mois de salaire ne suffisait pas, d'une famille moyenne, ne suffisait pas pour faire des courses pendant une semaine. Et donc, disparition de la publicité dans l'espace public, dans lesquels j'ai commencé à photographier les panneaux publicitaires qui aussi devenaient les trous. Donc, on a photographié sur ce retour sur le trou de la mémoire, le trou du chantier, le trou de l'absence de la publicité. Donc, c'est une série que j'ai traitée en vidéo, au fait. Donc, c'est pour ça que sur le livre, il y a toutes les vignettes pour montrer le temps qui continue, la vie, le trafic urbain, l'absurdité de ce mouvement face à les panneaux publicitaires qui sont devenus comme des témoins silencieux de ce désastre économique. Et puis survient la catastrophe de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, alors que le Covid et la pandémie ont déjà encore affaibli la ville encore davantage, survient cette explosion. Oui, alors l'explosion, ça a été vraiment le moment le plus... en fait, on n'arrivait plus à savoir qu'est-ce qui était pire par rapport à cet enchaînement de catastrophes. Et pendant donc l'explosion de Beyrouth, je ne sais pas si je dois un peu en parler. Mais... Peut-être parler des images et de la série qui est née de l'explosion de Beyrouth. Donc l'explosion de Beyrouth, c'est comme elle a dit Fabienne, elle est arrivée en plein Covid et juste 3 mois, dans les derniers 3 mois de confinement, donc c'est une série que je mène avec Lara Tabé, qui est sous le nom d'un collectif, d'un duo qu'on mène ensemble qui s'appelle Jeanne et Moreau, et on photographiait Beyrouth à travers des jumelles de la chambre de notre appartement qui donnait sur le port de Beyrouth. Donc on est vraiment au-dessus du port. Et ça reprend un peu cette vue perchée des snipers. Donc, et lors de l'explosion, le souffle nous a tout détruit et on a été obligé de partir. Et le lendemain, quand on est revenu sur le lieu du crime, en tout cas, jumelles par terre, parmi les décombres, je prends quelques photos à la volée. Et en regardant les images plus tard, je réalise que j'avais photographié les mêmes angles quelques mois avant. Et donc, ça reprend donc cette transposition, reprend des vues stéréoscopiques avec un décalage entre, au lieu que ça soit géographique, qui est temporel, comme une représentation de la catastrophe dans laquelle c'est une rupture, qui a un avant et un après. Donc, il y a Beyrouth avant et Beyrouth après l'explosion. Donc oui, on le voit, cette série qui finalement n'en font qu'une au final. On reviendra peut-être sur le moment où ça a fait sens pour toi et où les choses se sont mises en place et où tu as compris que justement à travers ces séries tu avais documenté tout ce long et lent mécanisme d'effondrement du pays. Mais je voudrais maintenant revenir vers toi, Sylvie, pour justement parler aussi de la forme te concernant. Donc on a bien compris qu'on est en forêt, des forêts françaises aux forêts guyanaises. J'aimerais que tu nous parles tout simplement de ce qui caractérise ta pratique et voilà, et donc tu sembles avoir le secret, mais on va voir si c'est secret, et que tu appelles très joliment tes mues photographiques, et je vais montrer en même temps que tu parles quelques-unes des images comme je l'ai fait pour Randa. Je te laisse nous parler de ces mues et de la technique qui est ici à l'œuvre pour cette dimension beaucoup plus charnelle et frissonnante de la forêt. Rapidement, avant l'aspect gestuel et technique, les photographies choisies pour illustrer les aspects dont j'ai parlé au tout début lors de ta première question, j'ai choisi des images qui s'inscrivent dans la transformation, qui ont trait aux brumes, aux sueurs, aux poussières, à la disparition, parce que ce sont des images qui traduisent un effacement, un entre-deux, qui induisent aussi un vertige. Et le procédé de la mue que j'ai mis en place depuis 10 ans repose sur un double mouvement. Décoller d'un côté, atterrir de l'autre.
Il s'agit de soulever la gélatine des tirages argentiques pour ensuite la transposer vers un autre support. Ce mouvement est gardé en mémoire par la gélatine puisqu'elle se plisse extrêmement finement. Il s'agit d'une membrane d'un dixième de millimètre qui est extrêmement imprévisible, extrêmement fragile et qui constitue la peau de l'image. On parle de la peau de l'image pour le procédé. On peut imaginer une résonance avec l'écorce de l'arbre. Les images qu'on voit ici, en fait, elles attestent par ce prisme de deux choses, de ces transformations aussi de l'image. Pour moi, il s'agit, par ce livre sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec Eric C., de chercher une façon d'utiliser le procédé pour le traduire le plus précisément possible par l'impression et d'arriver à faire image autrement aussi en résultat d'échanges avec pas mal de personnes. Tout à l'heure, on a parlé de la BNF, mais il y a également les rencontres photographiques de Guyane qui ont permis de rejoindre des sites comme celui-ci. Moi, j'avais l'impression d'être un peu au bord du monde. La mue, en fait, elle tend à prolonger ou à distendre le temps et l'espace. Elle permet à la fois une dilatation, une cristallisation de la matière qui me semble permettre de nouvelles possibilités pour l'image documentaire. Voilà. Donc l'ensemble de mues qui se déploie dans de photographie de mues qui se déploie ici se caractérise par ses mouvements, par ses variations, par ses oscillations, à la fois du sujet et de son infime épaisseur. Damaris Amao, qui est historienne de l'art et qui travaille au Centre Pompidou, qui a écrit un des textes du livre, dit que par ce geste qui questionne dans son degré le plus élémentaire la matérialité même de l'image, sa sensibilité, elle dit que tu vas peut-être plutôt à rebours de la quête d'une objectivité documentaire. Comment tu réagis à ça ? Par le résultat en tant que mue, peut-être, oui. Mais par les prises de vue, moi j'essaie tant qu'on peut l'être, d'être objective. Je propose des points de vue, je propose des fragments des milieux forestiers en effectivement rapprochant la machine de la canopée et de tout un tas de situations qui s'inscrivent entre les deux. Déjà, est-ce qu'il est réellement possible d'être objectif ? Voilà. Oui, c'est une vraie question. Après, je pense qu'aujourd'hui, on fait document de mille choses. La prolifération des images le disent bien. Mais est-ce que le sentiment d'urgence de sauver cette forêt, en tout cas d'y prêter attention, de mettre au jour un certain nombre des problématiques, notamment on l'a dit écologiques, est-ce que c'est ce sentiment d'urgence qui te pousse toi-même à intervenir sur ces tirages de cette manière-là, à interroger finalement la puissance sensible à la fois et du tirage et quelque part de la forêt, comme si tu voulais nous en montrer, je dirais, l'essentialité vitale comme ça, qui frappe, c'est à la fois, je dirais, le souci documentaire, on l'a vu, la rigueur qui irrigue toute ta démarche, et en même temps cette part d'imaginaire que tu insuffles à ton travail, et je trouve que c'est particulièrement remarquable. Alors c'est des démarches que d'autres artistes peuvent pratiquer, mais ici j'ai l'impression qu'on a ça dans quelque chose d'essentiel. En fait, il y a un croisement entre plusieurs choses. Il y a la dimension viscérale du sujet qui à la fois est privée et universelle, qui est aussi mécanique que sensible. Et puis on est face à un paysage qu'on considère comme acquis et qui est un point de bascule. Randa, tu parles du port de Beyrouth qui en une seconde a explosé. Ici, c'est une disparition lente. Mais on ne voit pas, en regardant les modèles transmis par le GIEC, comment la tendance peut s'inverser. Moi, j'ai l'impression, au début, le projet, j'avais l'impression de témoigner d'un monde qui était en train de s'effacer. Et comme les collines ont toujours l'air plus ou moins vertes, on le regarde peu, on se dit qu'on a du temps. Mais tout ça est extrêmement précaire et fragile. Comme la gélatine, comme le mouvement de la mue. Randa, toi, tu plonges
tu plonges dans la mémoire, je dirais, sans plonger véritablement dans les archives, parce que par exemple la série de Sniper, tu aurais pu là aussi aller retrouver des photographies anciennes, ou en tout cas voilà. Donc tu décides toi de reprendre un point de vue qu'utilisaient les snipers et finalement de nous replonger dans la verticalité des francs-tireurs qui ont des cibles vivantes sous leurs yeux. À travers ce travail, me semble-t-il, tu romps le silence profond qui sans doute entoure ces morts. Mais est-ce qu'il y a une tentative là de réparation, de réconciliation? Est-ce que tu peux nous parler précisément de cette série justement par rapport à la question de l'objectivité dont parlait Sylvie? Oui, moi je cherche pas du tout à faire je dis que ma pratique s'inscrit entre documents, expression personnelle et écriture artistique, mais moi j'ai jamais cherché à faire un document. En fait, c'est le fait que tout ce que je photographie disparaît très vite, que c'est là où ça devient de lui-même un document. Et pour la série des snipers, en tout cas pour tout ce que j'ai photographié aujourd'hui, il n'existe plus et même les panneaux publicitaires, parce que le capitalisme arrive toujours à reprendre sa place. En même temps que je parle de l'histoire et je parle de la mémoire. Pour la série des snipers, c'est une œuvre de jeunesse complètement intuitif. D'ailleurs, j'ai très peu montré ce travail. Donc, j'étais à l'université, j'avais parfois entre les cours des moments de vide. Donc, je partais, on rentrait dans ces immeubles quand on va traîner dans les terrains vagues, quand on est jeune et qu'on va traîner dans les terrains vagues. Et puis un jour, j'ai eu cette idée je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais parce que c'est là, je pense qu'il y a toute la dimension de réparation. Ça veut dire que je réfléchis pas vraiment. J'ai une intuition, un sentiment, un besoin, et j'ai installé ma caméra. Donc je faisais de la photographie, on photographiait un peu tout, mais à l'université, comme on le fait quand on prend des cours. Mais là, c'était des amis qui nous avaient approchés et qui voulaient faire une exposition. C'était la première fois après la guerre que des jeunes qui viennent proposer qu'on fasse exposition. Et donc là, je savais que je voulais travailler sur un sujet et le thème, c'était les autres. Moi, j'ai installé mon trépied. L'immeuble était complètement détruit donc c'est les tiges de métallique qui sortent du béton. Donc quelque part, c'est la ville et j'avais eu la question du sniper était une question qui m'avait beaucoup hanté. J'avais vu des snipers à l'œuvre et c'était très compliqué parce qu'on jouait pendant qu'on jouait des jeux d'enfants dans l'espace public, ils nous visaient et donc c'était un jeu qu'on faisait aussi de se cacher jusqu'au jour où on traversait une frontière entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest et il y avait soudain il y a une vieille qui tombe par terre parce que un sniper l'avait visée à son genou. En fait, l'idée, c'est qu'il voulait donc sa copine, une autre vieille, donc qui marchait avec elle, il l'a aussi et tout le monde était donc il est tombé par terre et deux minutes plus tard, il y a l'autre vieille qui tombe par terre et au fait, mais personne ne sait d'où il vient ce tir et donc c'est comme un 1, 2, 3 soleil. Je sais pas si vous jouez ce jeu quand vous êtes enfant, il faut juste ne pas bouger. Et au fait, il y avait un silence total parce que le but du sniper n'était pas de tuer la personne, mais de donner une leçon aux gens autour de lui. Pour moi, c'était très important d'essayer de me mettre. Donc, avec la photographie, il y a ce rapport aussi à l'autre, d'une façon de prendre une image, comme si on prenait quelque chose à la personne et je pense qu'avec le déclic, avec tout cet imaginaire autour du shooting, le fait qu'on tire ou de vocabulaire lié à la mitraillette et à la photographie, j'ai eu cette idée de me placer et de prendre ces photos. Oui, si je t'ai demandé de raconter ça, c'est parce qu'il me semble que justement ce déplacement de l'écriture documentaire dont nous parlons aujourd'hui s'incarne parfaitement, je trouve, à travers cet exemple. Sylvie, je reviens vers toi. C'est une question que j'ai envie de vous poser d'ailleurs
d'ailleurs à toutes les deux, mais je te la pose d'abord. Est-ce que tu penses que à travers cette démarche, tu as choisi de déplacer justement cette écriture documentaire, car une forme plus classique te paraissait avoir échoué, je dirais avoir fait son temps, ou est-ce que est-ce que ça vient nourrir aussi ta réflexion sur la forme à donner? Le fond est là, le message est là. Comment c'est arrivé cette histoire de mue Cette histoire de mue, elle prend racine, sans mauvais jeu de mots, bien en amont, depuis mes études, où j'ai toujours eu le sentiment que les images que je produisais, ou certaines images d'autres, ne restituaient pas la part du corps, une part organique, on va dire, suffisante, puisque tu l'évoquais dans l'une de tes questions, plutôt dans ta présentation, mon travail nécessite ou engage un rapport au corps très physique, ce sont des longues marches, ce sont des milieux difficiles, et cette difficulté, elle permet de catalyser aussi à la fois une réflexion sur le milieu, sur le sujet et sur la façon de faire image. Pour moi, j'ai trouvé un point d'équilibre en faisant glisser l'image documentaire sous la gélatine, puisqu'au terme de 10 ans de recherche du procédé, sa maîtrise en fait permet une lisibilité du contenu assez fine. Elle peut être perçue à double entrée, c'est-à-dire sur son l'information qu'elle peut véhiculer et sur sa part organique. Je pense que c'est assez personnel on choisit tous sa façon de faire image. Le résultat de ma recherche complètement dans l'image pure. J'en viens à parler à la forme même du livre, et ça aussi ça vaut pour toutes les deux, parce que il s'agissait bien de dire tout ça, et comment le dire dans un objet livre, aux limites circonscrites par la taille même du livre, par la double page. Est-ce que ça a été un long processus de maturation? Sylvie, comment ça s'est fait? Et puis c'est une question que tout le monde a toujours envie un peu de connaître les coulisses. Comment s'est passé le travail aussi avec Eric C. Et Anne Sweetbaum, les éditeurs, et comment on en arrive à cet objet, une fois de plus, très 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 beau, y compris avec son petit jaspage jaune sur la tranche. Il y a eu un revirement de situation qui a été occasionné par 2-3 ans de réflexion consécutive au travail pour la grande commande photo de la série qui s'appelait donc L'Arbre Machine Éco-Décanter, où je me rendais compte qu'il manquait quelque chose. Pas vis-à-vis du cadre dans lequel elle se déployait, mais vis-à-vis de moi personnellement, ce que je voulais dire des forêts, de leur transformation, quelque part entre l'industrie, la puissance des lianes, les brumes. Et j'ai proposé à Eric C. un corpus photographique tout à fait respectable dans sa forme. Et il y a eu l'invitation d'Eric Arsenti à proposer à faire un portfolio pour le magazine Fisheye, qui est sorti en mars-avril, le numéro 64, où on a envisagé, en fait, justement, de recadrer l'image permise par la mue, c'est-à-dire d'évacuer les marges et de présenter ces mues comme si elles étaient vraiment issues de la prise de vue. J'ai proposé à Eric C. qu'on poursuive, qu'on aille plus loin et qu'entre guillemets mouline certaines images destinées à la BNF pour proposer une autre expérience du document qui rappelle celle du corps, pour que le mouvement de la gélatine soit en adéquation avec ce qui a cours en forêt aujourd'hui, pour que les brumes d'Amazonie traversent le livre autrement, et le questionnement. Oui, et c'est une fois de plus très très réussi. Randa, donc tu as à partir de quel moment, ça tu nous l'as déjà un peu dit, mais quand même à partir de quel moment tu décides de réunir ces séries et de faire un livre, et puis surtout la question de la forme de ce livre, parce qu'on l'a vu, chaque série a une forme complètement différente, ce qui est à l'œuvre, que ce soit les montages, le travail de photo avec les jumelles, la série des snipers, chaque forme est différente pour chaque série. Donc l'enjeu, je dirais, du livre, c'était finalement de rendre tout ça cohérent, et qu'au final on comprenne ce que tu veux nous dire, cet effondrement comme tu le nommes. Donc il y avait un enjeu graphique aussi, j'imagine. Et puis j'aimerais aussi que tu nous parles des textes, et on y reviendra aussi chez toi, parce que le point commun
commun entre les deux, c'est d'avoir fait appel à des auteurs voilà, très, très différents. Oui, la difficulté du livre, c'est que vu que c'est des prises de vue qui ont été faites sur 25 ans et avec des formats et des procédés très différents, c'est comment rassembler tout ce travail dans quelque chose de cohérent, au moins visuellement. Parce que la première série, donc les snipers dont on a beaucoup parlé, c'était des diapositives noir et blanc. La deuxième série, c'est de l'argentique. Je suis passé au numérique en faisant cette série également. Il y a les collages photographiques avec l'arrivée de Photoshop, et puis il y a de la vidéo. Et finalement aussi, il y a les views from home sur l'explosion. C'est des photographies faites par iPhone à travers les jumelles. Donc il y a vraiment et des formes. Et donc ça, c'était par rapport au procédé, mais il y a aussi le format. Mais ça pose des questions pas seulement de format, mais aussi de couleur. Et en même temps, il y a un thème qui était important pour moi quand j'ai commencé à mettre ces séries ensemble, c'est qu'il y a quelque part, je voulais insister sur cette idée de circularité. J'étais très conscient. D'ailleurs, j'ai commencé, je pense, à réfléchir toute cette question par l'idée qu'il y avait dans la période donc le Beyrouth dans lequel je me suis réveillée était un Beyrouth détruit, et puis après il y a eu cette utopie de la reconstruction qui a duré une vingtaine d'années. Et puis il y a eu, avec l'explosion, c'est comme une replongée du jour au lendemain dans 30 ans de souvenirs. Donc il y avait cette circularité cette cyclicalité de la violence et cette circularité de la répétition de l'histoire que je voulais en rendre compte dans le livre. C'est pour ça que ça se termine par l'explosion, alors que l'effondrement économique va plus loin que celle-ci, et que aussi on commence par des pages noires et qu'on se termine sur des pages noires. Donc il y a cette idée du retour qui est expliqué graphiquement, en tout cas que j'ai eu envie de montrer graphiquement dans le livre. Et cette idée de la cyclicalité, de la répétition, je l'ai traité aussi dans les textes qui introduisent chaque série. Donc chaque série, j'ai choisi des textes dans la littérature, l'innombrable littérature autour de Beyrouth, que ce soit des textes de poètes, des textes de journalistes, des textes de chercheurs, qui ont été écrits à des temps différents, qui sont proches de la série, qui auraient pu parler de la série alors que ça a été écrit dans un autre temps. Et il y a toutes ces dates qui se mélangent dans le livre et qui viennent répondre l'une à l'autre et qui nous donnent cette idée de quelque chose qui est en train de se répéter tout le temps. Sur cette question des textes, alors Randa écrit un texte dans son livre, toi tu n'écris pas. L'idée c'était de faire appel à différentes personnes. Je te laisse peut-être en dire deux mots là aussi dans la question de déplacement des écritures, cette fois-ci textuelle. Oui, il était important dans la mesure où le sujet, la forêt, a différents visages, différentes voix d'inviter ou de publier des textes déjà écrits. Publier dans le livre, d'intégrer dans le livre des textes existants, permettre en fait là d'autres différents regards sur le sujet. Tu l'as évoqué, Marc-Alexandre Tarot est ethnobotaniste guyanais, c'est un fin connaisseur de son milieu et moi je propose un rapide témoignage de son paysage de recherche au travers des images. Je pense que c'était important d'amener une voix concernée, très, très éminemment scientifique et précise sur le sujet. Marion Lafin, responsable ONF en Savoie, nous fait part d'une journée de travail, d'une opération de martelage. Éric Arsenti lui évoque le soulèvement de la mue. Chacun, Damaris, un contexte beaucoup plus axé sur l'histoire de la photographie, l'histoire de la forêt dans la photographie. Elle évoque Pennon, ça peut être que touchant pour moi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pluralité des regards, notamment aussi par la contribution de Johanna Mello, est importante. Elle est commissaire d'exposition franco-brésilienne, elle vient d'une ville où la forêt rentre dans la ville. Et c'est important, je pense aujourd'hui, de multiplier les points de vue, de multiplier les regards, les sources, pour que tout à chacun puisse se faire une idée de l'approche du sujet. Et pour rebondir ce que tu disais, j'ai fait un travail d'écriture humble, mais celui des légendes. Mais qui est tout aussi important. Il y a, à travers tous ces textes, moi, ce que j'apprécie, c'est cette approche finalement généreuse, parce que ça nous éclaire sur des points qu'on n'aurait peut-être pas eu en tête. Je repense à l'ethnobotaniste qui nous renseigne aussi sur des espèces. Il y a certaines espèces qu'il convient de ne pas abattre dans la forêt guyanaise parce que ce sont des espèces sacrées. Il y a des espèces qui peuvent porter malheur parce qu'il y a des
des branches épineuses et que si on passe en dessous, enfin voilà, des choses auxquelles on n'aurait pas spontanément pensé quand on connaît pas le sujet, et des choses aussi qui viennent nourrir à un moment donné la perception qu'on peut avoir de l'image, c'est-à-dire que d'un seul coup c'est mu, on feuillette le livre, donc on comprend qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un déplacement même de l'image d'un point de vue esthétique, et puis ensuite on a un éclairage, effectivement Éric Karsenty qui vient nous renseigner de manière très technique sur les mus, puis l'ethnobotaniste, etc. Et c'est ces différentes strates qui, à mon sens, constituent ce déplacement sans jamais néanmoins perdre de vue qu'on est dans ce que j'ai envie d'appeler ces nouvelles pratiques documentaires. Et ça sera peut-être ma dernière question pour vous deux. Comment vous vous situez dans ce courant, parce qu'on parle beaucoup de ces nouvelles écritures documentaires, voilà, où on n'est plus effectivement dans cette ère, on l'a dit, de la photo vérité, de la photo objective, parce que je pense que la photographie, voilà, au XXIe siècle, a plus grand chose à voir là-dessus. Mais comment vous situez vous dans cette réflexion-là? Mais c'est ça, le truc, c'est que moi, je réfléchis pas à mes images comme des documents, c'est une écriture autobiographique quelque part. Donc, mais peut-être que je peux répondre par rapport à quand j'étais en signature. Donc, il y avait une fille néerlandaise qui m'a demandé de signer son livre, et elle m'a dit qu'au fait, elle a des problèmes avec son mari parce que son mari est libanais, il le regarde et il passe son temps à lire les journaux, à écrire des analyses politiques, et que grâce à mon exposition, elle arrive à mieux le comprendre. Donc, je sais pas si c'est... Si, c'est une bonne réponse au final. Tu vas ajouter quelque chose, Sylvie, et après on laissera la parole au public. Oui. Je pense que Randa a répondu mieux que je ne pourrais le faire sur les questions, même si les enjeux sont différents pour toutes les deux dans les territoires qu'on aborde. Moi, je voudrais simplement préciser, si c'est le bon moment, que ce livre, c'est la somme de 1000 choses, de collaborations multiples. Je pense qu'un travail auprès d'un milieu et de ses acteurs convoque beaucoup de compétences, beaucoup de temps donnés par les uns et les autres, que ce soit les structures, les institutions partenaires du projet, que ce soit l'engagement d'Éric C pour arriver à un livre défi, puisque chaque mue en fait a été produit spécifiquement en temps record finalement pour qu'on arrive à ce livre, et il y a différents niveaux de symbiose qui ont permis d'arriver à cet objet. C'est pas un travail solitaire, moi, mes images et mon ego, c'est de multiples collaborations qui, au fil de 4 années, permettent d'arriver là. Et moi, j'ai été bluffée par l'accumulation des compétences de chacun, côté sujet, côté édition. C'est cela qu'on évoquait. Et voilà. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je dis merci. Je pense que ça fera plaisir aux intéressés. Avant d'en terminer, on va vous laisser la parole si vous voulez aller encore plus loin sur... Vous voulez ajouter quelque chose, Randa, toi? Oui, moi aussi, c'était surtout pour les photographes, parce qu'on a l'habitude aussi de travailler seul, et aussi moi avec le digital aussi, c'était ça qui m'avait plu au fait, que j'arrivais encore plus à être indépendante depuis le début de la chaîne jusqu'à la fin à peu près, mais donc il manquait la petite partie de l'impression. Et avec le livre, c'est vrai que que cette idée d'être bien entouré, d'avoir les compétences qu'il faut et d'être conseillé, qui est très importante, parce que finalement, c'est un objet industriel aussi. Il y a une grande édition qui va être imprimée, et ça reste, c'est le fait qu'un tirage, on peut le remplacer, mais un livre, s'il y a la moindre... Si on n'est pas sûr, si on se trompe, si on a fait les mauvais choix, ça risque de faire mal, je pense. En conclusion, peut-être j'aurais juste envie de vous entendre nous parler de la couverture des 2 livres. Je vais vous laisser les présenter. C'est toujours intéressant de savoir comment on en arrive à un choix d'image de couverture. Je te laisse pitcher. Est-ce que je peux déporter la question à son auteur? Pourquoi pas, oui. On peut demander à Éric de nous dire 2 mots. Éric qui est l'éditeur. Alors, je ne suis pas l'auteur. De la couverture? Si. Bon. La couverture, c'est vrai qu'on dit dans notre métier d'éditeur que la couverture, c'est toujours les auteurs qui se la réservent. C'est vrai. Comme le titre du livre, c'est un vrai... Le titre a été effectivement celui de Sylvie.
Mais la couverture, effectivement, ça a été une projection que j'ai faite par rapport à cet arbre machine et à ce côté un petit peu guerrier aussi de ce travail sur la forêt à l'intérieur, de ces nus, et l'idée qui était une intuition, parce qu'on ne sait jamais vraiment si ça marche, et là pour le coup on s'en est rendu compte sur machine, c'était d'imprimer sur un papier teinté dans la masse, donc qui reprenait un petit peu cette couleur marron de l'écorce du livre, d'imprimer avec une encre argentée. Et donc de jouer sur l'inversion, c'est-à-dire la partie négative de l'image. Effectivement, on a eu un résultat assez dynamitant. Ouais. Et là-dessus, effectivement, on s'est offert un luxe qui était celui de ce que l'on nomme dans la profession un jaspage, c'est-à-dire le fait de pouvoir colorer la planche du livre, en l'occurrence en jaune, le jaune que l'on retrouve à l'intérieur de l'écorce du livre, c'est-à-dire sur les pages de gain. Et n'oublions pas que effectivement un livre reste une trace d'un livre, vu que le papier est issu quand même encore aujourd'hui de nos arbres. On va faire le même exercice avec toi, Randa, une couverture un peu radicale. J'ai travaillé avec un graphiste de ma génération, un graphiste libanais, ami, avec qui connaît très très bien mon sujet, donc qui est même contemporain de mon histoire et de l'histoire du pays. Et donc c'est Studio Safar à Beyrouth, et on est parti sur l'idée d'avoir une couverture aussi comme une plaque en béton. Donc l'idée c'est d'avoir un pavé, et je pense que s'il n'y a pas de titre sur la page de couverture et qu'il est réservé au dos, c'est peut-être pour parler de l'effacement de la mémoire, quelque chose, et de reprendre avec cette technique du hot stamping. Oui, de l'embossage, c'est-à-dire le creux en fait le carton en fait est creusé, et il y a une encre qui vient se déposer sur les points les points d'usure du mur figuré, qui peuvent aussi être considérés comme les trous de balles. Et des trous de balles. Exactement, et donc on a juste le titre de Beyroutopia. Mais même ces idées-là aussi, il y a plusieurs personnes qui ont donné des idées, que ça a évolué, ça vient jamais seul, et même le titre, ça a été pensé aussi avec une amie qui a suivi le travail de Beyroutopia, une amie architecte qui a suivi le travail de Beyroutopia, et qui un jour, je dis mais qu'est-ce qu'on va appeler ce livre, et c'était elle qui m'a dit mais comme une évidence même que c'était Beyroutopia. Et là, c'est l'éditrice qui parle. On a quand même rajouté un petit bandeau avec le titre, parce que c'est bien beau ces couvertures radicales. Mais on le voit, les gens ont quand même parfois aussi besoin d'avoir un titre d'ouvrage, d'où l'idée de pouvoir à la fois chez soi garder l'objet pur, et en même temps d'avoir un bandeau qui en librairie vient rappeler ce qu'est le livre. Voilà, et ben s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va remercier Sylvie et Randa, et puis vous remercier vous aussi d'avoir même bravé la pluie, et vous remercier aussi d'avoir assisté. Je vois plusieurs personnes qui ont assisté à plusieurs rencontres, d'avoir assisté à cette semaine de rencontres dans cette cour Saint-Charles, et à l'année prochaine, on l'espère. Et je n'ai pas dit qu'évidemment Sylvie et Randa sont là pour signer leurs ouvrages si vous le désirez. 5 ans, mais j'ai... Voilà, au revoir. Merci à vous deux. Oui, merci.